Comment la charcuterie est devenue un poison? Voilà le sous-titre parfaitement explicite du livre de notre invité, Guillaume Coudray. Bonjour. Bonjour. Cochonnerie, ça c'est le titre de cette enquête que vous publiez aux éditions de La Découverte. François Collard-du-Tilleul est également en ligne avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Professeur émérite des universités, spécialiste des questions de sécurité alimentaire. Vous êtes en duplex de Nantes, chez nos amis de France Bleu Loire-Océan. Guillaume Coudray, il se trouve qu'hier on parlait de traces de pesticides dans les céréales du matin. Mais alors, à côté de la fabrication charcutière que nous consommons tous, c'est vraiment de la gnognotte. Votre livre commence sur une date, octobre 2015, quand l'Organisation mondiale de la santé classe la charcuterie dans la catégorie cancérogène certain. Toute la charcuterie est à la même enseigne? Oui, c'est ça le problème, si vous voulez. C'est que quand l'OMS classe la charcuterie en catégorie 1, c'est-à-dire cancérogène certain, hélas, ça n'est pas la première fois. Ce n'est pas une nouvelle étude. C'est le verdict de 30 ans de connaissances épidémiologiques accumulées, construites au fur et à mesure par des centaines de chercheurs, pour arriver à une certitude, c'est que on ne peut plus nier les charcuteries, elles sont cancérogènes pour l'homme. Oui, alors il y a plusieurs raisons au fait que la charcuterie est devenue un poison, comme vous dites, mais ça se résume finalement à deux produits, nitrate de potassium, nitrite de sodium, c'est ça ? C'est surtout, si vous voulez, il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs molécules qui apparaissent dans les charcuteries quand elles sont traitées au nitrite de sodium ou au nitrate de potassium. Il y a trois types de molécules, en fait. Il y a les nitrosamines, il y a les nitrosamides, avec un D, et il y a le fer nitrosylé. Et c'est ça qui est absurde, si vous voulez. Il ne s'agit pas juste de dénoncer dans ce livre les charcuteries en général. Comme vous demandiez, est-ce que toutes les charcuteries sont à la même enseigne ? Ce n'est pas le cas. Il est invraisemblable aujourd'hui de continuer à mettre du nitrate de potassium et du nitrite de sodium dans les charcuteries, alors qu'on peut faire très bien d'excellentes charcuteries qui plairont à tout le monde sans utiliser ces additifs qui servent surtout à accélérer, à simplifier la fabrication. Alors ça, on va y venir sur les raisons qui sont invoquées par les industriels pour utiliser ces produits. François Collard-du-Tilleul, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la charcuterie est devenue effectivement un poison à cause de ces deux produits ? Est-ce qu'ils sont vraiment dangereux pour la santé, cancérogènes certains, comme dit l'OMS ? Je ne suis pas scientifique, je ne peux pas savoir de moi-même, si c'est un poison ou pas. En revanche, ce que je sais, ce que je peux dire, c'est deux choses. La première, c'est qu'il faut toujours s'interroger sur l'opportunité de mettre de la chimie dans la nature, dans un aliment qui est naturel. Pourquoi est-ce qu'on en met ? Et puis, le deuxième élément, c'est que pour mettre un produit chimique dans un aliment, en particulier un additif alimentaire, ce qui est le cas de ce que votre invité énonçait, oui, il faut d'abord prouver un intérêt technologique, mais il faut aussi qu'il y ait une loyauté d'emploi. Si l'additif trompe le consommateur, il ne devrait pas être autorisé. Et on a en réalité une conception assez large de ce qu'est la loyauté d'emploi, une conception assez souple, parce qu'à la limite, on pourrait dire que tous les colorants, on n'en a pas besoin. Oui, alors pourquoi justement on met de la chimie dans la charcuterie ? Guillaume Coudray, vous expliquez ça très bien. Si les fabricants ont recours à ces produits-là, c'est par souci de rentabilité, tout simplement. Oui, c'est pour simplifier. Alors, il faut comprendre en fait qu'au début, quand ces produits ont été autorisés, donc en France, le salpêtre, le nitrate de potassium, il a été autorisé en 1912. Et le nitrite de sodium, en France, on est l'un des derniers pays en Europe à l'avoir autorisé. C'est en France, c'est 1964. Et on l'a autorisé parce que, voilà, on n'avait pas compris encore que c'était dangereux. Et puis, c'est vrai, pour des raisons de compétitivité, pour des raisons de rapidité, pour des raisons de coloration, ça paraissait intéressant, Alors, il faut bien dire... ce que je raconte longuement dans le livre, c'est que les médecins, lorsque les industriels demandaient l'autorisation, les médecins freinaient continuellement pendant 30 ans, de 1934 à 1964. Oui, vous décortiquez vraiment toute cette histoire-là. Ils disaient non, c'est interdit, il ne faut pas. Pourquoi mettre un produit comme votre invité dit, pourquoi mettre un produit qui en plus trompe les consommateurs quant à la couleur du produit ? Pourquoi mettre ça ? C'est inutile. Et puis finalement, 1964,
après la création du marché commun. Il faut le dire, c'est le ministère de l'Agriculture qui a fait un pressing incroyable pour autoriser ces produits parce qu'on voyait venir des charcuteries allemandes, anglaises, qui, elles, étaient traitées au nitrite de sodium pour des questions de rentabilité et qu'il fallait protéger l'industrie française. On l'a autorisé. Malheureusement, quelques années après, patatras, on s'aperçoit que ces additifs qui n'avaient jamais été testés, c'est ça qui est important de comprendre, c'est ce qu'on découvre dans les archives, et c'est accablant, dans les archives nationales, aux archives nationales, dans les dossiers du ministère de la Santé, on découvre que ces produits n'avaient jamais été testés, et encore moins sur le long terme. Donc c'est de l'expérimentation. On fait, tout simplement. Mais écoutez, vous savez, sur les consommateurs. Il y a, c'est même une phrase que oui, j'ai François Collard-Dutilleul, vous acquiescez. Oui, il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que, d'abord, il ne s'agit pas de stigmatiser tous les additifs alimentaires. On en a quelquefois besoin pour ce qu'on mange. Personne ne conteste le fait de mettre de la pectine ou de l'agar-agar pour faire de la confiture. Et donc, il y a des produits qui ont besoin d'additifs. La question, c'est de savoir si on en met qui ont vraiment une utilité pour le consommateur ou non. Et c'est là où on peut avoir des doutes. Il y en a plus de 300 des additifs alimentaires. Il y en a même un peu dans le bio, quelquefois. Bon, peut-être on pourrait faire un tri. Mais comme vous le laissiez entendre, on manque de recul. Oui. La législation européenne date de 2008, grosso modo, telle qu'elle est aujourd'hui. On va revenir là-dessus ensemble dans 2 minutes. François Collard-Dutilleul, vous restez avec nous, ainsi que Guillaume Coudray. Cochonnerie, c'est le titre du livre de notre invité. Guillaume Coudray, comment la charcuterie est devenue un poison. On est également avec François Collard-Dutilleul. Vous étiez en train de nous expliquer, François Collard-Dutilleul, que tous les additifs n'étaient pas forcément néfastes, mais que là, en l'occurrence, il y avait eu une sorte d'expérimentation sauvage sur le consommateur. C'est-à-dire qu'on est un peu amené, quand on autorise un additif, on ne sait pas exactement à la fois quels seront ses effets, en particulier à long terme, ni quels sont les effets cumulés de différents produits chimiques qui se retrouvent dans un même aliment ou dans une alimentation. Et donc, au fond, on avance en faisant des réévaluations régulières dans le temps. Là, l'Europe a recommencé une réévaluation en 2010, à partir de 2010, en commençant par les plus difficiles à admettre, sans doute, qui sont les colorants. Oui. Et on fait une réévaluation, mais on fait une réévaluation à partir des dégâts, si je puis dire, qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Quand on constate qu'il y a des allergies ou des intolérances, on finit par, non pas forcément les interdire, mais en tout cas par mettre une information sur l'étiquetage ou sur le paquet. Guillaume Coudray, on avance en fonction des dangers ou des risques qu'on découvre au fur et à mesure. Guillaume Coudray. Je crois que, oui, comme le dit le professeur Collard-Dutilleul, il a dit les additifs font naître également des produits à l'intérieur des produits, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, la difficulté également dans l'évaluation du nitrite de sodium et du nitrate de potassium, c'est une subtilité qu'il faut absolument que le public et que les auditeurs comprennent. C'est que ce n'est pas le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium qui lui-même est cancérogène. Ça, il y a eu plein de tests. On peut donner à des rats de laboratoire du nitrate de potassium, c'est-à-dire du salpêtre. On peut manger du nitrate d'autres sources. Ce n'est pas le nitrate de potassium ou le nitrite de sodium qui eux-mêmes donnent le cancer. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, ces additifs, quand ils rencontrent des molécules de la viande, c'est-à-dire des amines ou bien le fer en l'occurrence, ils donnent naissance à des composés qui, eux, sont cancérogènes. Et c'est ça la difficulté. Oui. Et c'est là aussi où, si vous voulez, il y a des jeux qui sont très malhonnêtes parce qu'on dit, quand on réévalue, alors les industriels, les lobbies font un pressing incroyable pour dire « Mais non, mais regardez, c'est pas cancérogène ». Alors justement, ça c'est vraiment le deuxième aspect qui est extrêmement instructif dans votre livre, c'est que vous décortiquez la réaction des industriels après le classement de la charcuterie en catégorie 1, donc cancérogène de la part de l'OMS. Les industriels à ce moment-là lancent une campagne, de communication, de manipulation autour de la bactérie du botulisme, et ils disent les nitrites et les nitrates, c'est le seul moyen d'éliminer le botulisme. Et vous dites que c'est faux. Alors, si vous voulez, le problème central, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est ressorti après les évaluations de l'OMS, du CIRC. Mais c'est quelque chose qu'ils ont
développé, et puis c'est pas les Français qui ont développé ça, c'est le génie, on va dire, du lobbying américain. Ça vient de Chicago, tout ça, entre oui, parenthèses. c'est entre Chicago et Washington, effectivement, qu'au cours des années 70, quand on a compris que ces substances donnaient lieu à des tumeurs, étaient cancérogènes, la FDA, c'est-à-dire la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire américaine, et les ministères américains ont voulu interdire ces substances, ont voulu les interdire. Les ONG étaient les cancérologues ont crié, ont dit il faut absolument les interdire, c'est incroyable, c'est dangereux pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, ça donne le cancer. Les autorités sanitaires ont dit d'accord, il faut absolument, effectivement, les interdire. Et alors là, il y a eu 10 ans, et alors je consacre effectivement tout un aspect d'histoire politique pour comprendre comment s'est passée cette véritable, ce qu'on pourrait appeler la guerre du nitrite. 10 ans de guerre qui finalement, hélas, a été véritablement gagnée par les lobbies américains, gagné par le lobby du nitrite. François Collard-du-Tilleul, cette réponse industrielle, on peut la trouver un peu de la même façon dans beaucoup d'autres cas. Oui, il y a un peu, sinon beaucoup de mauvaise foi dans cette réponse des industriels, parce que s'il fallait vraiment s'appuyer là-dessus, il faudrait interdire la charcuterie bio, parce que si on ne met pas les produits chimiques dans la charcuterie, alors on risque d'être malade. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Le botulisme, c'est évidemment à prendre en compte, mais une tranche de jambon, c'est pas non plus un médicament qu'on doit prendre pour ne pas avoir une maladie. C'est une supercherie compte tenu des effets négatifs que peuvent avoir l'addition de molécules chimiques avec, comme le disait votre invité, le produit de base. Et puis, si le jambon n'est pas rose, c'est pas du mauvais jambon. Guillaume Coudray. Je voudrais, hélas, apporter une précision à ce que dit le professeur Collard-du-Tilleul. C'est que, malheureusement, aujourd'hui, on trouve des charcuteries bio, nitritées, nitratées. Et c'est un scandale à l'intérieur du scandale. Je vous ai apporté devant moi, par exemple, du rôti de porc bio, acheté dans le même magasin. Il y en a un qui est rose, il y en a un qui est gris. Ils ont autorisé... Alors, c'est pas le cas partout. Par exemple, en Flandre, en France, en Flandre, c'est interdit. En Wallonie, c'est interdit. En Flandre, c'est autorisé. D'accord ? Dans certains producteurs bio très exigeants, qui font les choses bien, je pense à Clément Poujade, à Montauban, je pense qu'il lui est en bio, il fait son jambon blanc bio. Il y en a plein en France, des producteurs bio. Et malheureusement, et là, et c'est un scandale à l'intérieur du scandale. Comment on peut tolérer et tromper, alors que dans les principes du bio, on n'a pas le droit de tromper le consommateur, on n'a pas le droit de lui mettre un produit qui est inutile. Eh bien, hélas, il y en a quand même. Alors justement, le consommateur, comment on s'y retrouve ? Comment on choisit le bon produit ? On s'y retrouve en lisant les étiquettes. D'accord, et qu'est-ce qu'on élimine d'office ? Nitrite de sodium, nitrate de potassium. Ça s'écrit comment ? Ça s'écrit comme ça sur les étiquettes ? Nitrite de sodium, ils sont obligés de le marquer. Je vous ai apporté 2 pots de rillettes, on peut trop... Alors, et puis après, voilà, pour jouer la sécurité, malheureusement, il faut aller prendre des produits étrangers. Pour être sûr et certain, souvent les consommateurs demandent, il faut choisir le Parme. Le Parme ou le Saint-Daniel, il n'y a jamais de nitrite de sodium, jamais de nitrate de potassium. Et puis après, il faut choisir un produit plutôt pâle. Cancérose, ça sent mauvais. C'est suspect. François Collard-du-Tilleul ? Oui, je crois que ce que cela montre, c'est au moins qu'il faut faire évoluer notre système d'information du consommateur. On ne peut pas laisser les choses... en l'état, où on lui donne des informations qui ne sont pas lisibles, où il faut quantité d'éléments de connaissances pour décrypter une étiquette, c'est à peine visible sur le paquet. Et puis, pour revenir au bio, c'est vrai qu'on peut s'interroger là-dessus. Il y a, dans l'alimentation en général, indépendamment de la charcuterie, il y a 320 additifs, en gros, qui sont autorisés. Dans le bio, il y en a 50. Bon, on pourrait aussi se demander si c'est bien raisonnable qu'il y en ait autant. Est-ce qu'on ne peut pas diminuer ? Et d'autant que le cœur de l'additif, ça devrait être la raison d'être. Ça veut dire que ça devrait être qu'il n'y a pas de tromperie pour le consommateur. Oui, on va prendre encore 30 secondes, mais est-ce qu'on peut revenir en arrière, Guillaume Coudray ?
Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce Mais bien qu'on peut sûr, faire on en peut sorte que revenir. la charcuterie ne soit plus un poison? Mais je vous en ai apporté toute une série en fait de charcuteries qui sont faites bien. Tout à l'heure, je citais le nom de quelques producteurs. Mais en fait, ces charcuteries, et c'est ça, si vous voulez, s'il n'y avait pas d'autre solution, mais c'est invraisemblable aujourd'hui de continuer à faire ces produits dangereux, excessivement dangereux, alors qu'on peut faire des choses bien, que c'est vertueux pour tout le monde. Ça sera vertueux également pour les éleveurs, ça sera vertueux pour les consommateurs, c'est vertueux pour nos intestins, c'est vertueux. Il faut remettre les charcuteries à l'endroit. Merci beaucoup, Guillaume Coudray. Cochonnerie, c'est le titre de votre livre, publié aux éditions de la Découverte. Et merci à François Collard-Dutilleul, en duplex des studios de nos amis de France Bleu Loire-Océan.